Bonjour et bienvenue à cette nouvelle formation de Maelstrom Media, Maître Julien Pelletier, ici en compagnie de Maître Éric Garreau, avocat qui travaille dans le domaine de droit de l'immobilier. Bonjour, Maître Garreau. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler d'une question, en fait, d'un enjeu qui a beaucoup évolué avec la pandémie. Et vous allez me voir venir, la pandémie a beaucoup augmenté le commerce en ligne et, de ce fait, entraîné des bouleversements assez grands dans la question de l'immobilier commercial. Alors, on voulait vous entretenir des questions d'immobilier commercial. C'est déjà un processus complexe de louer un local à vocation commerciale. C'est un processus qui est effectivement plus complexe que la location, par exemple, d'un immeuble résidentiel. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Et aujourd'hui, pour les fins de la discussion, on va se concentrer, je dirais pas sur le plus compliqué, mais un type de location commerciale qui est plus compliqué que le simple fait de louer un local commercial qui va, par exemple, avoir une porte sur une rue. Donc, je fais référence à la location d'un espace dans un centre commercial. Les commerçants qui décident ou qui envisagent la possibilité de louer un espace dans un centre commercial le font en toute connaissance de cause, évidemment, mais surtout parce que c'est un peu ce que j'appelle un écosystème, c'est-à-dire que de plus en plus, les promoteurs immobiliers, les bailleurs vont faire en sorte que les consommateurs ont en fait, ça s'appelle plus maintenant, ou en tout cas, les gens appellent de moins en moins ça aller magasiner. On parle de plus en plus en termes de marketing d'expérience. Donc, les gens vont aller vivre une expérience en allant au centre commercial. C'est pour ça que on utilise en anglais l'expression live, work, play. Donc, de plus en plus, les promoteurs essaient de faire en sorte que on voit qu'il peut y avoir, par exemple, des immeubles résidentiels qui vont être sur le stationnement du centre commercial. Il peut y avoir des bureaux, des hôtels. À l'intérieur des centres commerciaux, il y a de plus en plus de bons restaurants. Il y a du divertissement. Il y a toujours eu, par exemple, des cinémas, mais il y a de plus en plus de types de divertissement. Des jeux vidéo, les anciennes arcades ont beaucoup évolué. Il y a certains centres commerciaux qui ont des glissoires, des glissades d'eau. Il y en a d'autres qui ont des parcs d'attractions, des manèges. Donc, le but de tout ça, c'est de faire en sorte que le consommateur va vivre une expérience, va vouloir évidemment rester plus longtemps que le simple fait d'aller acheter sa paire de chaussures et de repartir chez lui. On pourra en reparler. Il y a toutes sortes de mesures qui sont prises, toutes sortes de façons de mesurer, je devrais dire, qui sont prises par les promoteurs pour savoir analyser le comportement des consommateurs. Donc, quand je dis que c'est plus compliqué dans ce sens-là parce qu'on ne fait pas que louer un espace commercial à un potentiel locataire commerçant, on lui vend une expérience dans laquelle il va participer. Et si c'est pas la raison principale, c'est une des raisons qui vont faire en sorte qu'un commerçant va décider de s'installer dans un local comme ça, dans un centre commercial. D'où l'expression écosystème que je crois vous avez employée à juste titre. Donc, on peut dire quand le marketing, disons, a des incidences sur la location commerciale, finalement, c'est quelque chose qui a évolué. Mais d'abord, c'est évidemment un long processus, c'est un processus complexe et assez lourd, faire la location d'un immeuble commercial. Pouvez-vous nous parler un petit peu d'abord de l'établissement du plan d'affaires? Bien, en fait, on va se mettre pour les fins de la discussion dans la perspective d'un locataire et non pas du promoteur ou du bailleur, d'un locataire ou de son conseiller juridique qui pourrait représenter un locataire potentiel pour lequel c'est pas sa pratique usuelle. Comme on sait, un bail commercial, ça peut avoir n'importe quoi entre 60 et 150 pages par opposition à un bail de logement qu'on achète au départ. Exactement. Donc, ça contient beaucoup de clauses, beaucoup de dispositions spécifiques à des domaines du droit ou des assurances ou de la construction. Donc, il faut vraiment
faire attention, quand on s'engage dans ça, il faut prendre le temps de bien comprendre ce qui est contenu dans ce document-là. Mais pour ce qui est de l'établissement du plan d'affaires, en fait, ce que je mentionne, c'est que, en lien avec ce que je viens de dire, c'est que le commerçant qui pense faire une location de ce type-là doit faire ses études de marché. Il doit mettre en place un plan d'affaires dans lequel il va déterminer de façon assez exacte ses revenus anticipés, mais aussi ses dépenses. Puis dans ses dépenses, il y a le poste loyer qui peut être assez important pour un commerçant. Donc, le poste loyer dans les dépenses doit être déterminé de façon assez exacte. On va voir que, dépendamment du type d'entente, du type de... La structure de loyer peut être différente. Il y a certaines ententes, certains baux qui ont un loyer qu'on appelle brut. Donc, ça va être du type, par exemple, ça va te coûter 15 000 $ par mois, tout inclus. Mais il y a aussi l'autre structure qu'on appelle soit triple net ou net. Là, il y a différentes variantes, il y a différentes façons d'appeler, mais encore une fois, pour les fins de la discussion, on va dire le loyer net. C'est un loyer dans lequel... Et dans ce cas-là, c'est important pour le locataire de déterminer la superficie approximative qu'il doit occuper parce que il va être facturé sur une base au pied carré. Oui, évidemment. Donc, le fameux pied carré. Le fameux pied carré. Donc, si on se dit, j'ai besoin de, par exemple, 2000 pieds carrés, mais je vais prendre un local de 3000 avec une structure de loyer net, vous allez payer pour 3000 alors que vous avez besoin de seulement 2000. Donc, ça, c'est très important, déterminer la superficie dont on a besoin dans une structure de loyer qui est nette. La structure de loyer net, c'est... en fait, il va y avoir comme 3 sous-sections ou types de loyer qui va être chargé. Il y a le loyer de base ou le loyer minimum. Donc, on dit c'est le loyer que tu vas payer tant du pied carré. Ouais. Donc, tu occupes 2000 pieds carrés, je te charge 10 $ du pied carré pour ton loyer de base, ça fait tant. C'est ce qui ne risque pas de bouger. C'est ce qui ne risque pas de bouger, exactement, en autant que la superficie ne change pas. Oui, c'est ça. Ce serait le seul contexte dans lequel le loyer exactement. Donc, si on ajoute une toilette, on ajoute un étage. C'est ça. Ouais. Si on agrandit ou si, au contraire, on a trop grand puis le bailleur accepte de diminuer notre espace, à ce moment-là, habituellement, les ajustements sont faits en conséquence, mais grosso modo, ça reste stable pour la durée de la location. L'autre type, c'est ce qu'on appelle le loyer additionnel. Donc, on va parler de tout ce qui concerne les frais engendrés par le bailleur, tout ou presque, ce qui concerne les frais engendrés par le bailleur pour l'exploitation, l'opération de son centre commercial. Donc, on va parler, par exemple, les frais d'entretien des aires communes, les corridors, les salles de bain qui sont pour tout le monde, l'électricité, l'éclairage pour éclairer le centre commercial, les assurances, le déneigement, la sécurité. Donc, toutes ces composantes-là sont mises ensemble dans un poste de dépenses pour le bailleur et par la suite, ces dépenses-là sont refacturées aux locataires, aux différents locataires sur une base de part proportionnelle. Donc, si toi, tu occupes 2000 pieds carrés sur un centre commercial qui en a 200 000, voici ta quote-part. Il faut faire attention parce que dans certains centres, il y a ce qu'on appelle des locataires majeurs. Donc, par exemple, les labés qui sont là depuis plusieurs années. Il y en a plein qui ont disparu, mais les Walmart, quand il y en a, les très grandes surfaces, eux, bénéficient habituellement de conditions avantageuses parce que les bailleurs veulent les avoir, donc pouvoir de négociation, ils se négocient des conditions. Mais là où je veux en venir, c'est que souvent, ces joueurs-là sont exclus du calcul de la quote-part. Ah, c'est intéressant. Donc, si j'ai mon 200 000, mais que là-dessus, il y en a 50 000 occupés par un gros joueur qui est exclu, là, ça me donne 150 000. Donc, ton 2 000 sur 200 000 devient 2 000 sur 150 000. Ah, mais avec le même prix que ça aurait été pour 2 000, si on veut? En fait, c'est que ta quote-part augmente. Donc, les dépenses totales, mettons que c'est $1 million pour toutes les dépenses qu'on a mentionnées,
Je prends mon $1 million. Toi, tu as une cote-part tantôt qui était de 2000 pieds sur 200 000. Maintenant, tu en as une de 2000 sur 150 000. Ta cote-part est plus donc, tu vas payer un prix plus élevé, finalement. Plus élevé. Et ça, c'est le genre de choses desquelles il faut être à l'affût. Évidemment. Exactement. Donc, c'est des... Quand je dis qu'un bail commercial peut avoir 150 pages, c'est des définitions qui sont incluses. C'est pas caché, c'est inclus. Ouais. Il y a une définition de code-part. La définition, c'est un ratio temps sur temps, puis toi, tu vas payer ta cote-part. Ça dit plus loin. Mais si tu sais pas c'est quoi ta cote-part, puis que tu sais pas comment calculer ta cote-part, ça, c'est le deuxième poste de loyer qui s'appelle le loyer additionnel. Ça peut être très complexe, donc tout à fait. Il faut vraiment passer du temps. Et le troisième, qui est pas toujours, puis c'est particulièrement, en fait, presque uniquement dans un contexte de commerce de détail, c'est ce qu'on appelle le loyer à pourcentage.